Je vais inviter à se connecter le prochain orateur qui est Luc Marlier. Luc Marlier est un chercheur qui travaille à Strasbourg. Il est chercheur au CNRS. Il s'intéresse en particulier à tout l'aspect sensoriel, en particulier chez les bébés et même avant la naissance, je crois, si j'ai bien compris. Et donc de comprendre quel est l'aspect sensoriel qui va déclencher le fait d'avoir envie de manger et d'aller vers une alimentation. Merci beaucoup de participer aujourd'hui et de participer régulièrement aussi au DU de l'oralité qu'on anime tous les ans, et le cours de Luc Marlier est toujours très, très apprécié. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est moi qui j'avais coupé mon micro, donc je ne pouvais plus parler. On vous entend très bien. Merci. Bon, ben parfait. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir renouvelé et partagé d'être parmi vous. Merci aussi pour votre question que vous avez posée, qui est qu'est-ce que manger? Alors, c'est une vaste question auquel j'ai essayé de relever le défi et d'essayer d'y répondre dans le temps qui m'est imparti. Alors, je dirais que manger, c'est à la fois un acte banal. On le voit sur la photo ici, qui consiste à prendre un aliment, à le porter à la bouche, à le mâcher et puis à l'avaler. Mais quand on regarde d'un peu plus près ce qui préside à cet acte de prise alimentaire, comment sont choisis les aliments, comment est-ce qu'on les analyse, combien est-ce qu'on en mange, etc., on s'aperçoit que c'est un acte qui est beaucoup plus complexe que cet acte banal dont je parlais. Et vous m'avez invité aussi dans cet exposé à me pencher plus particulièrement sur les aspects sensoriels qui président au choix, aux préférences alimentaires et bien sûr aussi, on l'a évoqué plus tôt, le plaisir alimentaire. Et donc, vous voyez sur cette photo que choisir un aliment, être confronté à un aliment passe parfois par une réflexion assez importante et puis dans tous les cas de figure, qu'on en ait conscience ou pas, par un captage d'informations. Et cette prise d'information sur l'aliment vise principalement à répondre à trois questions principales. La première, c'est est-ce que c'est comestible ou pas? C'est quand même important. La deuxième chose, c'est quel aliment je vais choisir quand j'ai un choix? Comment je peux répondre à mes préférences alimentaires? Et bien sûr, quels sont les aliments qui vont procurer du plaisir, à la fois pour satisfaire mes besoins nutritionnels, mais aussi de plaisir de partager, par exemple, autour d'une table avec mes amis, avec ma famille. Donc, ce captage d'informations fait marquant quand même, c'est que tous les systèmes sensoriels sont mobilisés dans la prise alimentaire. Il y a des systèmes sensoriels qui vont fonctionner plutôt à distance, comme la vue, qui va donner des informations sur l'aspect de cet aliment, sa couleur, est-ce qu'il est mûr, est-ce qu'il n'est pas mûr, sur le caractère brillant, l'aspect extérieur, sur sa température aussi. Quand on voit un café qui fume, cette information-là est importante pour évaluer voilà, la chaleur, le fait que le café corresponde à la température à laquelle je souhaite le consommer. Il y a un autre système qui fonctionne lui aussi à distance, c'est l'odorat, qui va nous donner une information sur la composition chimique. Je rappelle que c'est un système qui permet de détecter les molécules qui sont présentes dans l'air et donc d'analyser la qualité ou la composition chimique de l'aliment ou du plat qui est devant moi. Il va donc nous renseigner sur son odeur, sur son arôme. Je rappelle aussi que les arômes sont perçus par le système olfactif principal. Il va nous donner aussi une information grâce à des terminaisons nerveuses qui sont dans le nez, comme le nerf trijumeau. Ces terminaisons nerveuses vont informer sur le caractère irritant d'une odeur, c'est par exemple une odeur de chlore, où là, le fait que ces terminaisons nerveuses irriguent l'ensemble des fosses nasales jusqu'à l'entrée des narines vont permettre de détecter d'éventuelles toxicités, et en particulier le facteur irritant. C'est bien que dès que l'odeur est détectée, cette fois-ci au niveau des narines, très rapidement, le comportement peut être adapté, soit par un arrêt complet de la respiration pour échapper à cette odeur potentiellement toxique, soit pour réduire sa concentration et se détourner de la source de l'odeur.
Il y a aussi une autre sensation qui naît dans le nez, c'est la sensation de fraîcheur. Quand vous sentez de la menthe, par exemple, vous sentez que cette stimulation-là est répartie dans l'ensemble des fosses nasales. Ce sont aussi ces terminaisons du nerf trijumeau qui sont impliquées là-dedans. Bien sûr, tout ce qui va se passer autour de la bouche va être important aussi, puisque dans la bouche, on va retrouver des récepteurs qui vont permettre de détecter les saveurs fondamentales, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, puis il y en a d'autres, le goût umami par exemple, ou bien voilà, cet espace gustatif est bien plus large que ces sensations, ces saveurs fondamentales. C'est le goût métallique par exemple, ou l'astringence, qui est le caractère asséchant d'un aliment dans la bouche. Et puis la bouche, à travers ses mécanorécepteurs, ou ses récepteurs tactiles, va aussi avoir une information sur la texture de cet aliment. Elle va identifier la teneur en gras éventuelle d'un aliment. C'est toute la partie du toucher qui va opérer au niveau des lèvres, sur la langue, sur le palais, etc. La bouche est également innervée par les terminaisons nerveuses du nerf trijumeau que j'évoquais avant et va aussi fournir une information sur la fraîcheur. Par exemple, lorsque vous mangez un chewing-gum à la chlorophylle, par exemple, vous avez cette sensation qui remplit la bouche. Le caractère piquant, c'est le cas du piment, par exemple, ce sont aussi ces terminaisons qui vont être impliquées. Donc, la température, bien sûr, à travers des récepteurs au chaud, au froid, toutes ces informations-là vont être captées au niveau de la bouche. Et puis, il va y avoir des informations tactiles à travers le toucher, puisque lorsque vous allez prendre un aliment, vous allez évaluer sa dureté pour savoir s'il est mûr ou pas, sa consistance, est-ce qu'il est juteux ou pas, est-ce qu'il est rugueux. Voilà, sa texture déjà peut être définie aussi en le touchant éventuellement. Et puis, il y a d'autres systèmes auxquels on pense moins, mais l'ouïe, par exemple, est également impliqué dans l'analyse d'un aliment. Il va nous renseigner sur la texture. Est-ce que c'est croustillant? Est-ce que c'est croquant? Quel est le bruit de mastication? Et on sait maintenant que ces bruits contribuent aussi à atteindre un certain niveau de satiété et à conduire à l'arrêt de la prise alimentaire dès lors que voilà, ce bruit a été continu et a duré pendant une certaine période. Donc, l'ouïe aussi contribue à la prise alimentaire, en tout cas à l'analyse des aliments et parfois même à l'effet de satiété. Et puis, il y a d'autres systèmes qui interviennent aussi, c'est le système vestibulaire, les systèmes proprioceptifs, où là, par exemple, la posture est importante. On sait par exemple qu'en position couchée, la perception des odeurs va être moins bonne qu'en position assise ou qu'en position debout. Donc, il y a des postures qui, elles aussi, vont infléchir la manière dont on va analyser un aliment qui est devant nous. Et puis, ça a été évoqué dans l'exposé précédent, ce sont toutes les perceptions au niveau gastrique, au niveau intestinal, qui vont également informer le cerveau des qualités, des attentes et des propriétés des aliments qui seront ingérés. Bien sûr, si un aliment a une odeur désagréable, nauséabonde, odeur de putréfaction, cet aliment va être évité, bien entendu. Et pas l'inverse, s'il a une odeur agréable qui nous rappelle des moments agréables, il va être choisi préférentiellement. Alors vous voyez déjà que le cerveau, lorsqu'il est face à un aliment, va être amené à traiter une quantité innombrable d'informations. Et ces informations-là vont être intégrées au niveau cérébral pour aboutir à une représentation multisensorielle d'un aliment ou d'un plat. Ça veut dire que toutes ces modalités sensorielles, toutes ces informations-là vont converger. On parle de convergence sensorielle. Alors, ces convergences sensorielles, elles reposent à la fois sur des systèmes précablés, c'est-à-dire qu'il y a certaines stimulations sensorielles qui sont faites à travers des câblages pour rencontrer d'autres stimulations sensorielles. Je vous donne un exemple chez le nouveau-né. Dans cette étude, où des nouveau-nés, des nourrissons vraiment très jeunes, ils avaient moins d'un mois après la naissance à terme, on leur présente ces deux tétines. Vous voyez, une tétine à pivot et une tétine lisse.
Et puis ensuite, on leur met un cache sous le nez et on introduit dans leur bouche, sans qu'ils ne puissent voir quelle est la tétine qui est introduite, soit la tétine à picot, soit la tétine lisse. Et ce qu'on observe, c'est que les enfants qui ont en bouche la tétine à picot vont regarder plus durablement la tétine à picot, et ceux qui ont la tétine lisse en bouche vont regarder plus durablement la tétine lisse. Ça signifie que très tôt au cours du développement, il y a des informations ici visuelles qui peuvent être associées à des informations tactiles. Et ces précablages sont très importants parce qu'ils vont constituer ces associations dont je parlais avant et cette intégration multisensorielle. Ils vont aussi permettre d'avoir une représentation unique d'un aliment à travers ces différentes dimensions. Et puis cette étude, elle a aussi répondu à une question qui était très importante, qui était de savoir dans quel univers sensoriel vivent les enfants. Est-ce qu'ils vivent dans un univers chaotique où ils reçoivent de façon désorganisée un ensemble de stimulations sensorielles, ou bien leur cerveau, bien qu'immature, est capable déjà d'associer des informations sensorielles et donc de les organiser? Alors, est-ce que le nouveau-né vit dans un enfant prématuré dans un monde chaotique au plan sensoriel ou est-ce qu'il vit dans un monde organisé? Eh bien, on constate à travers cette étude, et grâce à l'existence de pré-câblage, qu'il y a une organisation, au moins rudimentaire, ou minimale, de certaines informations qui peuvent converger et permettre à l'enfant d'avoir une représentation unique d'un objet, d'un aliment ou d'une personne, comme la maman par exemple, où l'enfant va capter des informations sur le visage, sur sa voix, sur son odeur, etc. Il y a donc des convergences et nous sommes programmés pour effectuer des convergences, mais la grande majorité probablement de ces convergences sont également acquises par l'expérience. Être mangé plusieurs fois d'affilée des tomates avec des formes un peu différentes vont nous permettre d'avoir une représentation unique de ce qu'est une tomate. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive des prototypes. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision schématique, simplifiée d'un aliment. Si bien que lorsqu'on est confronté à une scène alimentaire, à une table, à un buffet, etc., on va pouvoir très vite savoir à quelle on va pouvoir associer ce qui est perçu au plan visuel, au plan olfactif, etc., à une représentation prototypique de cet aliment que nous avons construit donc dans notre mémoire. Alors ces informations multisensorielles vont ensuite être interprétées et en particulier confrontées aux informations qui sont mémorisées. Et ceci se fait majoritairement, ça a été dit aussi dans l'exposé précédent, à travers des processus non conscients. Et je dirais un peu heureusement parce que vous voyez la masse d'informations que notre cerveau doit traiter, il doit l'intégrer, l'organiser et confronter ça à des informations déjà stockées en mémoire qui globalement constituent un peu notre répertoire alimentaire, c'est-à-dire le fruit de toutes nos expériences alimentaires préalables. Et c'est cette confrontation-là qui va nous permettre d'identifier les aliments et de savoir s'ils vont répondre à nos attentes au plan nutritionnel, au plan de préférence, de plaisir. Et l'avantage de ces processus non conscients, c'est que d'abord, ils sont peu coûteux pour nous en termes d'efforts cognitifs. Ils sont par ailleurs extrêmement rapides et sont capables de traiter une très grande quantité d'informations. Donc, pour nous, c'est une économie considérable. Et ça souligne à quel point ces systèmes sont efficaces et cette mode d'organisation, de prise d'information et d'organisation de l'information est efficace. Parce que, comme je viens de le dire, ces systèmes, bien qu'ils traitent de multiples informations, arrivent très rapidement à avoir une représentation unique et à pouvoir prendre des décisions et donc à adapter le comportement. Ils sont efficaces et intéressants parce qu'une étude a montré il y a quelques années qu'au quotidien, nous sommes amenés à prendre environ 200 décisions alimentaires. Alors vous imaginez s'il fallait, à chaque fois qu'on prend une gorgée d'eau, par exemple, réfléchir, penser, évaluer combien je prends de gorgées, est-ce que je prends une gorgée et demie, 3 gorgées, etc. Vous vous rendez bien compte que ces gestes-là sont faits de façon quasi automatique. Mais ils ne sont pas réflexes, hein, ils sont le fruit
d'un travail très complexe qui a été fait, mais par des processus non conscients. Et alors, cette efficacité, si elle est remarquable, elle présente aussi une certaine faiblesse, une vulnérabilité, parce que globalement, l'objectif de la prise de toutes ces informations, c'est de s'assurer que l'aliment est comestible, de s'assurer qu'il va répondre à mes attentes physiologiques, psychologiques, etc. Et donc, le système est tellement rigoureux qu'il tient à ce que tous les voyants soient au vert. Vous voyez, ça en fait une série de voyants lorsqu'on est dans cet espace multisensoriel. Et bien, le système est tellement rigoureux qu'un détail peut venir tout perturber. Je vous donne un exemple. Vous voyez les fraises, là. Je vous demande si elles vous paraissent appétissantes. Vous allez les observer et très vite, vous allez me dire, bah oui, elles ont l'air mûres, elles sont propres, elles ont probablement un bon arôme, etc. Je vous demande, est-ce que vous seriez prêt à les consommer? Oui, d'accord. Maintenant, je vais vous montrer les mêmes fraises avec le même caractère juteux, la même quantité de sucre, strictement les mêmes arômes, le même aspect, etc. Mais une petite donnée a changé, c'est la couleur. La voici. Et là, vous allez me dire, ah ben pour moi, c'est plus compliqué. Mais c'est exactement ce qui se passe. Alors là, l'exemple est un peu choquant et un peu caricatural peut-être. C'est exactement ce qui se passe chez certains enfants lorsqu'ils sont face à un plat pourtant familier, mais dans lequel un petit élément a changé. Ça peut être une herbe aromatique, par exemple, posée sur le dessus. Ah, ça, je ne connais pas, et alors ça m'intrigue, et ça peut conduire à une hésitation, dans le meilleur des cas, au fait de retirer ces éléments-là pour rendre le plat plus conforme, ou au contraire, parfois pour refuser même de consommer cet aliment. Ça peut aussi être la granulométrie, par exemple, d'un couscous, quelque chose comme ça. Un petit élément peut suffire à faire changer notre décision et à modifier notre comportement alimentaire. Et puis, autre élément de vulnérabilité, c'est que dès qu'on change un élément, on voit que tout ce système qui fonctionne comme un système cohérent peut lui aussi être chamboulé, et ceci pas seulement chez nous, amateurs de bons repas, mais même chez des experts. Je vous donne ici un exemple qui a été conduit en examinant comment des élèves en œnologie analysaient des vins. Alors, c'est des élèves qui sont formés, c'est des vrais pros, ils savent catégoriser les vins, ils savent les identifier à travers des descripteurs bien précis, et puis surtout, ils sont super entraînés à analyser des vins. Et on leur a fait analyser un vin blanc, d'une part, et puis d'autre part, le même vin, simplement légèrement coloré en rouge. Mais sinon, c'était exactement le même vin, mêmes arômes, même richesse aromatique, la présence de tanins, la présence d'acidité, etc. C'est exactement le même vin, seul l'élément de couleur a changé. Et ce qu'on voit chez ces professionnels, pourtant, qui devraient en principe retrouver dans les descripteurs des arômes, par exemple, la même chose dans les deux vins, eh bien, on constate que pour le vin blanc, ils utilisent très majoritairement, vous voyez, les points correspondent aux réponses individuelles des descripteurs de vin blanc, comme le litchi, par exemple, les notes florales, le miel, les odeurs d'agrumes, de fruits de la passion, de la pomme, etc. Vous voyez, ils sont majoritairement là. Et alors, le même vin, dont seulement la couleur a été changée, les descripteurs vont être très différents. On va parler de notes épicées dans ce vin, de notes boisées, de cassis, de framboise, de cerise. Et vous voyez que ce sont ces descripteurs-là qui sont utilisés majoritairement pour ce vin. Donc, vous voyez qu'on a beau, même des professionnels, en changeant un petit élément, le reste des sensations sont strictement les mêmes. On voit que, étant intégrés tous ensemble, un petit élément peut venir chambouler tout ça. Alors, je vais maintenant essayer de vous montrer comment se construit ce répertoire. Parce que lorsque nous analysons ce fruit, par exemple, je l'ai dit avant, nous nous servons d'informations stockées en mémoire et nous appuyons sur un répertoire qui a été construit. Et j'aimerais maintenant insister un peu plus sur la manière dont se construit ce répertoire. Et vous allez voir qu'il se construit à travers une histoire, qui est notre histoire alimentaire, une histoire qui démarre très tôt.
Alors, je ne vais pas pouvoir là me pencher sur chaque modalité sensorielle pour plonger dans l'histoire individuelle de chaque modalité sensorielle et je vais me pencher plus spécifiquement sur l'odorat. Et en particulier, cet odorat, vous savez, c'est quand même un filtre très important pour se diriger vers des aliments. Et dans la mesure où le nez est positionné aussi juste au-dessus de la bouche, d'avoir un contrôle jusqu'au dernier moment de l'aliment avant que celui-ci ne pénètre en bouche. Et puis, vous le savez, au moment de la mastication, des arômes vont remonter aussi par l'arrière de la bouche, par voie rétronasale, pour continuer à informer le cerveau sur la composition chimique de ces aliments. Donc, c'est un juge assez sévère de tout ce qui se passe et qui est à l'origine de préférence ou à l'inverse d'aversion alimentaire. Et on va voir que cette histoire démarre très tôt. Petit rappel simplement rapide sur le système olfactif, ce sont des récepteurs qui sont logés au sommet des fosses nasales. Au microscope électronique, on constate que c'est un enchevêtrement de cils, car ce sont des récepteurs ciliés. Vous voyez, il y a des cils à la périphérie. Et sur ces cils, on constate qu'il y a des protéines sur lesquelles vont venir s'emboîter transitoirement des molécules odorantes. Et c'est cet emboîtement qui va entraîner le déclenchement d'un certain nombre d'actions intracellulaires, la dépolarisation de la membrane et donc un influx nerveux qui va aller vers les structures plus centrales du cerveau. Ces cellules sont enchâssées, ces cils sont enchâssés dans du mucus. Ils fonctionnent donc, et c'est l'indique le rose ici, ils fonctionnent donc en milieu liquide. Même nous qui respirons dans l'air, cette interaction entre les molécules et les récepteurs s'effectue en milieu liquide. Et donc, il n'y a pas de distinction fondamentale entre une olfaction en milieu aérien et une olfaction en milieu liquide. Et c'est ce qui explique aussi que les poissons se servent de leur odorat pour se diriger et retrouver leur source de nourriture. Comme les saumons, par exemple, retrouver leur lieu, les lieux où ils se sont développés au début de leur vie. Et puis, pas de différence fondamentale non plus chez le fœtus, qui, bien que baignant dans un liquide, est tout à fait capable, à travers ses récepteurs qui fonctionnent en milieu liquide, de détecter aussi les propriétés chimiques du liquide amniotique. Élément très intéressant, c'est que ces récepteurs olfactifs sont totalement matures dès la fin du premier trimestre de la gestation. Ce système olfactif, avant de revenir au fœtus, ce système olfactif est redoutable dans sa capacité à analyser des odeurs grâce à un système combinatoire. Il s'explique par le phénomène suivant, c'est qu'on dispose de récepteurs de différents types. Ces récepteurs, un récepteur donné peut s'accoupler, vous voyez, peut recevoir l'emboîtement de différents types de molécules. Ce premier récepteur, vous voyez, cette molécule qui a un encastrement carré peut venir s'y fixer, cette molécule également, celle-ci aussi. Et puis, une molécule donnée capable d'activer différents types de récepteurs. Vous voyez, elle peut s'emboîter à travers cette partie de la molécule ou cette partie plus arrondie ici. Et donc, le système qui permet d'analyser les odeurs fonctionne à travers une série de récepteurs. Nous disposons de 340 types de récepteurs et d'un certain nombre de molécules. Chaque molécule va pouvoir activer un certain nombre de récepteurs à un degré différent, très fortement, moyennement ou plus faiblement ou pas du tout. Et donc, vous imaginez un tableau avec 340 récepteurs. Et donc, chaque odeur, chaque molécule, chaque mélange odorant va créer une image différente et c'est ce qui va nous permettre de discriminer les odeurs. Sachez que dans le système olfactif, pour distinguer la grande variété des couleurs et des nuances de couleurs, nous disposons uniquement de 3 types de cônes. Dans le système olfactif, vous voyez, à titre de comparaison, 340 récepteurs. Et donc, ce système, par simulation, peut constater qu'il est capable de discriminer des myriades de molécules odorantes, voire 1 trillion, comme ça a été indiqué dans un article paru dans la revue Science. Donc, un nez vraiment très, très fin, capable même d'analyser des molécules synthétisées, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la nature, mais que voilà, cet outil-là est capable d'analyser. Alors, je le disais, ce système se développe dès la vie prénatale, et c'est notamment grâce à la circulation de liquide amniotique dans le nez, que vous voyez ici sur les effets sur l'examen Doppler, que le nez de l'enfant et son cerveau va être informé sur la composition chimique du liquide amniotique.
Et dans ce liquide amniotique, qu'on peut considérer comme une véritable soupe, se retrouve tout un ensemble de molécules, et notamment des molécules, des arômes alimentaires qui viennent des consommations et des habitudes alimentaires de la mère, et donc aussi de la culture alimentaire de la maman. Ces expériences vont être mémorisées par le fœtus et vont par la suite modifier son comportement et le préparer à la prise alimentaire. On a une pensée pour ces enfants-là qui, au cours des derniers mois, parfois ne vivent pas en milieu amniotique et ne bénéficient donc pas de ces expériences. Et on peut comprendre qu'à travers ce milieu asséchant, l'absence de stimulation, en particulier aromatique, l'absence d'entraînement aussi de l'oralité, de la déglutition, sont des enfants qui vont présenter par la suite des troubles dans la prise alimentaire et des difficultés à ingérer certaines substances solides, liquides, etc. Et donc, bien entendu, des prises en charge spécifiques doivent être conseillées pour ces enfants-là, de manière à ce qu'ils puissent partager au moins minimal cette histoire alimentaire qui, pour les autres, in utero, démarre donc très très tôt. On a pu montrer que le nouveau-né se souvenait de ces expériences prénatales, et vous avez là des images de la réponse des enfants à un arôme alimentaire, consommé ou non par la mère. Et vous voyez que cet arôme, lorsqu'il était consommé par la mère, déclenche chez le nouveau-né et avant la première prise alimentaire, donc on est vraiment tout à fait à la naissance là, des mouvements positifs de léchage, de succion, des tentatives de saisie du stimulus. Et à l'inverse, les enfants qui sont nés de femmes qui n'avaient pas mangé cet arôme, vous voyez, présentent plutôt un détournement de la tête ou des grimaces, l'air de dire c'est pas ça que j'ai envie de consommer, c'est pas ça que je recherche. Et en fait, on s'aperçoit que les nouveau-nés, à la naissance, se servent de cette expérience prénatale pour se diriger vers le sein, téter efficacement le lait et accepter aussi cet aliment qui, sinon sans ses propriétés sensorielles, qui ressemble à celles du liquide amniotique, serait un aliment totalement nouveau dont il conviendrait plutôt de se méfier. Mais comme le lait et le colostrum sont sous l'influence des derniers repas consommés par la mère, tout comme le liquide amniotique, au plan sensoriel, ce lait, ce colostrum, ressemble au liquide amniotique. Et le nouveau-né se sert de cette expérience prénatale, au plan sensoriel, pour se diriger vers le sein et accepter immédiatement le lait, ceci dès la première tétée. On a pu montrer que ces expériences prénatales pouvaient véritablement constituer un socle et des fondations de notre histoire alimentaire, puisque ces éléments mémorisés au cours de ces expériences très précoces peuvent avoir un impact encore à plus long terme. Là, par exemple, au moment de la diversification alimentaire, dans cette étude conduite par une collègue américaine, on a pu constater que si les femmes consommaient in utero régulièrement du jus de carotte, donc in utero, mais pas au moment de l'allaitement, chez des femmes qui n'avaient pas consommé régulièrement du jus de carotte pendant la grossesse, mais pendant l'allaitement, ces parents-là avaient des enfants qui, à 6 mois, lorsqu'on leur demande, on les laisse choisir dans la consommation de céréales, soit des céréales standards, soit des céréales aromatisées à la carotte, on constate que selon l'expérience prénatale ou à travers la lactation, cette réaction aux aliments au moment de la diversification est différente. Vous voyez les expressions négatives, par exemple. On constate que ceux qui ont été exposés à la carotte in utero ou à travers le lait, si vous regardez les barres hachurées, présentent des expressions négatives plus faibles, plus rares, comparées à ceux qui n'y ont pas été exposés. Vous constatez aussi, si on regarde les quantités ingérées, que ceux qui ont été exposés in utero ou in lacto vont présenter une consommation plus élevée que ceux qui n'ont pas été exposés. Donc véritablement, ces expériences montrent qu'il y a une acquisition très précoce dès la vie prénatale, une familiarisation à certains arômes, et que cette familiarisation va directement orienter la manière dont l'enfant va réagir aux aliments, le caractère agréable ou désagréable, le caractère attractif, mais aussi les quantités consommées. On a pu montrer aussi à travers une étude où les enfants étaient exposés à une odeur de camomille au sein, dont les femmes utilisaient une pommade, que ces enfants, lorsqu'on les mettait à l'âge de 7 mois face à un anneau de dentition, ces enfants qui étaient exposés à un sein camomillé
mettait plus en bouche un anneau de dentition qui était odorisé à la camomille par rapport à un anneau de dentition odorisé à la violette, qui était un arôme nouveau. Par contre, les enfants qui n'étaient pas exposés à ce sein camomillé, mais à l'été également, ne montraient pas de préférence. Vous voyez qu'à 7 mois, ces expériences précoces restent mémorisées. On a pu montrer qu'à l'âge de quasiment 2 ans, les enfants aussi restaient marqués par cette expérience précoce. Dans une situation où on leur présente 2 biberons, ces 2 biberons contiennent de l'eau, mais dans l'anneau de serrage, on a mis soit un buvard odorisé à la camomille, soit à la violette, et on constate que ces enfants-là, exposés au sein camomillé, vont préférentiellement choisir le biberon qui contient encore cet arôme. Je pense une dernière expérience, puis je vais conclure, pour vous montrer que cette mémoire peut persister jusqu'à la vie adulte. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle des fondations de notre histoire alimentaire. Dans cette étude, il était demandé à des adultes de leur préférence envers 2 ketchup, le ketchup étant le ketchup standard, l'autre un ketchup vanillé. Et on leur a demandé ensuite, on leur demande de faire un choix forcé parce que la vanille était introduite à une concentration extrêmement faible. Et donc, ils testent les deux, ils considèrent que c'est pareil. Donc, on leur demande de faire un choix forcé. Et puis, deuxième question, c'est quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez été nourri au sein ou au biberon? Cette question, parce que les enfants qui étaient nés avant 1992 étaient exposés en Allemagne à un lait premier âge odorisé à la vanille. Et la question était de savoir si cette expérience allait encore marquer les choix alimentaires de l'adulte. Et on constate que ceux qui étaient nourris au biberon, donc exposés au cours de la prime enfance davantage ou plus régulièrement à de la vanille, ont montré plutôt une préférence pour le ketchup vanillé par rapport au ketchup standard, ce que ne montrent pas les enfants nourris au sein. Donc, cette expérience montre que ces acquisitions précoces peuvent venir modifier nos choix alimentaires au cours de l'enfance, voire même jusqu'à la vie adulte encore. Elle montre aussi les processus qui interviennent, parce que l'odeur de vanille était présentée ici à une concentration extrêmement faible, et donc elle parlait, entre guillemets, davantage au processus non conscient, au processus conscient. Et donc cette étude montre aussi que si nous ne souvenons plus de nos expériences néonatales, de nos premières expériences alimentaires ou de ce qui a pu se produire au cours de la lactation, de nos processus de familiarisation, voire in utero, il n'est pas exclu que notre mémoire préserve une trace, une empreinte de ces expériences qui peuvent encore modifier nos choix des âges bien plus avancés. Donc manger, je le disais, ce sera ma conclusion, est un acte à la fois banal, mais aussi, vous l'avez vu, d'une grande complexité, en particulier au plan sensoriel et au plan des processus de décision qui président aux choix et aux préférences et aux plaisirs alimentaires. Il consiste en une collecte innombrable d'informations impliquant tous les systèmes sensoriels. Elles vont être traitées de façon élaborée au plan cognitif, confrontées au répertoire acquis et aux expériences passées, des expériences qui peuvent possiblement remonter jusqu'à la enfance, on a dit. Alors heureusement, ces traitements s'appuient majoritairement sur des non conscients, ce qui est un bénéfice parce que c'est économique, c'est rapide, mais aussi qui peut compliquer les interventions parce que ça suppose que si on veut aider à favoriser des choix alimentaires plus sains, c'est à ces systèmes non conscients, avec ces systèmes non conscients qu'il convient de dialoguer plutôt qu'avec des systèmes conscients, d'analyse consciente de tout ce qui est mangé et des recommandations explicites. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si les gens ont applaudi en ligne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur, ou des commentaires sur cette autre aspect, autre manière de voir sur un plan développemental, intégré, sensoriel, là, dans l'exemple que tu as pris, de l'acte de manger, donc qui nous remet bien dans notre dynamique de pédiatre et de développement. Y a-t-il des questions Sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir ou prendre la parole en ouvrant leur micro? Oui, vas-y. Monsieur Alain Dabadi, là, j'ai posé une question sur le chat, mais je peux la donner. Oui, je ne l'ai pas observé. Oui, vous voulez que je coupe mon écran? Ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il faut débuter la diversification que j'appellerais purement sensorielle et non gustative
bien avant l'âge classique de la diversification où on propose des aliments dans la bouche, et en particulier chez les enfants qui ne sont pas allaités, parce que ceux qui sont allaités, ils ont une diversification sensorielle par l'allaitement. Donc, si je comprends bien votre question, c'est de savoir si avant que l'enfant soit directement confronté aux aliments, dans lesquels il va forcément être confronté à une richesse aromatique et à progressivement une diversité de plus en plus grande, est-ce qu'il conviendrait de permettre aux enfants dont les mères ont fait le choix de nourrir ces enfants au biberon, est-ce qu'il conviendrait d'odoriser éventuellement des biberons pour, je dirais, entretenir une mémoire, une diversification alimentaire? Alors en théorie, ce n'est pas absurde, et on constate que les enfants nourris au sein, qui eux bénéficient en revanche à la fois d'une exposition continue aux arômes alimentaires consommés par leur mère et puis un entraînement quotidien même entre le début et la fin de la tétée, les propriétés du lait sont modifiées. Est-ce que ces enfants-là, j'ai perdu le fil de ma phrase, est-ce que ces enfants nourris au biberon devraient avoir une expérience similaire? Ce n'est pas absurde en théorie, en pratique c'est sans doute assez compliqué. Vous savez qu'actuellement, les laits premier âge n'ont pas le droit d'être odorisés, justement pour éviter des marquages trop forts, comme je l'ai montré dans l'expérience avec l'aromatisation des laits à la vanille. Ceci dit, dans l'étude que je vous ai montrée sur la carotte, on a constaté que les effets sur l'acceptation des aliments et notamment des céréales odorisées à la carotte étaient quasiment identiques que les enfants soient exposés à la carotte in utero ou à travers l'allaitement maternel. Ce qui laisse penser qu'au moment de la diversification alimentaire, ces enfants, s'ils avaient été nourris au biberon, n'ont pas oublié ce qui s'est passé au cours de la vie prénatale et peuvent encore s'appuyer là-dessus. Ou en tout cas que leurs choix peuvent encore être modifiés et favoriser donc l'acceptation des aliments si in utero ils ont été exposés à une diversité alimentaire. Donc je pense que ça ne semble pas catastrophique si les enfants sont nourris au biberon avec un lait monotone plusieurs fois par jour et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais on doit cependant réfléchir pour savoir s'il n'y aurait pas des moyens, soit à travers l'odorisation des laits, ou à travers des entraînements, peut-être simplement olfactifs, sans forcément associer ou prendre la prise de lait, mais avec des odeurs qui seraient présentées à l'enfant, des systèmes qui leur permettraient quand même d'entretenir cette mémoire pour la rendre plus vivace encore au moment de la diversification alimentaire et donc faire en sorte qu'ils acceptent plus facilement la diversité des aliments, puisque on sait bien que pour une alimentation saine, cette alimentation doit être diversifiée. Alors, on va passer aux questions. Il y a une question ici de Benoît de Cavel et puis il y a 2 autres questions sur le chat. Et comme on est un tout petit peu en retard, je vais vous demander d'aller vite en questions et en réponses, même si… Oui. Bon, donc, je vais prendre 5 minutes pour ma question. Non, bonjour Luc. Benoît de Cavel, donc je suis relais pour les associations de patients sur la filière Fimato. Une question qui nous est souvent posée par les patients, du coup, qui se trouvent démunis par rapport à une perte d'oralité qui survient assez brutalement. Ce qu'on constate, alors moi c'est vraiment, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce qu'on constate côté patient, c'est que visiblement c'est peut-être plus facile de ne pas perdre l'oralité plutôt que de la retrouver plus tard. Alors quand je dis ça, peut-être il y a des spécialistes dans la salle qui me disent « il dit n'importe quoi ». Néanmoins, quels seraient vos conseils de chercheurs pour ne pas perdre cette oralité justement et se donner le maximum de chance, dans une vision peut-être théorique, un maximum de chance sur toutes ces activités sensorielles pour ne pas perdre cette oralité justement, qui est très complexe, que vous disiez. Alors ça rejoint la question de Michel. Pardon, ça rejoint la question de Michel Chavert, donc je vais lui laisser peut-être la poser, parce que c'est 2 questions qui sont assez complémentaires. Alors, merci. Alors, moi, je vais poser une question. J'avais tenté de répondre à la question posée précédemment par MAS, qui demandait de votre point de vue des conseils pratiques pour le sevrage de nutrition entérale.
et j'avais proposé justement de donner une tétine et de faire sentir des odeurs au bébé au moment où on le nourrit en parentéral. Alors, donner la tétine, pourquoi? Parce que ça a été montré que le bébé grossit plus s'il peut téter en même temps qu'on le nourrit en parentéral, parce que là, ça fait intervenir les systèmes de réponse céphalique. Et donc, le bébé se prépare mieux à l'absorption et surtout à l'utilisation des nutriments grâce à une sécrétion d'insuline. Alors, voilà pourquoi la tétine. Et d'autre part, pourquoi sentir des odeurs? Eh bien, c'est justement pour apprendre petit à petit à associer les odeurs avec l'acte alimentaire. Voilà, donc je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde et donc juste, je pense qu'effectivement, alors je n'ai pas de réponse complète à la question initiale, mais quand même la piste de l'odorat me semble vraiment intéressante. On a fait des observations, nous, pour savoir ce que déclenchait exactement des odeurs et en particulier des odeurs alimentaires. Et on a observé chez des enfants que effectivement, les odeurs alimentaires déclenchaient des mouvements de langue, déclenchaient des mouvements de succion, déclenchaient de la salivation, etc. Et donc, je pense qu'avec la simple odeur, on est capable de déclencher un certain nombre d'actions de l'oralité qui pourraient effectivement permettre d'entretenir cette oralité, au moins partiellement, pour éviter d'avoir à faire tout ce travail de récupération par la suite. Donc, je pense qu'effectivement, des programmes de stimulation qui intégreraient des odeurs, et en particulier des odeurs alimentaires, seraient sans doute une très bonne piste à explorer et à explorer davantage. Alors, j'ai encore deux questions sur le chat. Une de Céline Rousset. Bonjour, est-ce qu'on a des données qui indiquent quelles molécules ou si toutes les molécules aromatiques olfactives en provenance de l'alimentation de la maman passent dans le liquide amniotique? Alors, c'est une très bonne question. On dispose malheureusement de données encore incomplètes à ce niveau-là. On sait que les molécules qui sont prises par la voie digestive doivent franchir tout un certain nombre d'étapes, certaines pouvant être dégradées par des processus digestifs, etc. On sait que selon le poids moléculaire, la taille de ces molécules, la vitesse de transfert au compartiment fœtal et en particulier le liquide amniotique peut différer. On sait aussi que le passage de ces molécules est accru avec l'avancement de la grossesse et la perméabilité du placenta qui augmente. Les échanges se multiplient avec la grossesse et les arômes passent plus facilement. Donc, on n'a pas encore de vision complète de toutes les molécules qui passent dans le liquide amniotique. Quand on fait des analyses chimiques, on constate quand même que le liquide amniotique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est une véritable soupe dans laquelle il y a d'innombrables molécules susceptibles d'activer les récepteurs olfactifs et gustatifs. Et donc, la consommation alimentaire entraîne probablement une augmentation de certaines molécules à certains moments, suffisamment pour se détacher du bruit de fond et être perçu par le fœtus, puisque les études qui ont été conduites sur le sujet montrent que le fœtus, même si ses concentrations peuvent être faibles, est capable de détecter ces molécules et de montrer après la naissance qu'ils sont soumis. On a une question de François Feillet qui interviendra tout à l'heure et qui demande, on parle d'une période de néophilie jusqu'à 2 ans et de néophobie par la suite. Est-ce qu'il y a un substrat scientifique à cette notion? Oui, alors on a pu montrer qu'effectivement au cours des trois premiers mois et demi, il y a comme une espèce de tolérance plus grande de la part du système. C'est-à-dire que, par exemple, l'acceptation des laits hypoallergéniques, qui, vous savez, au plan aromatique, sont plutôt désagréables, on constate que quand ces laits sont introduits au cours des 3 premiers mois, en général, il y a une acceptation qui est relativement bonne. Par contre, lorsqu'ils sont introduits après 3 mois, là, il y a des réponses négatives qui nécessitent parfois de la patience pour être surmontées. Donc, d'une part, il y a effectivement des périodes de plus grande acceptation, c'est pour les premiers mois de la vie. Et donc, c'est effectivement une période aussi qui serait plus favorable pour la familiarisation de l'enfant des arômes alimentaires, voire à des arômes nouveaux. Et puis après, effectivement, il y a une période de néophobie plus tard, vers 3, 5, 6 ans, qui repose plutôt sur des phénomènes psychologiques
d'absence, de limitation, de prise de risque face à la nouveauté chez l'enfant. Mais ça, c'est un phénomène général qui n'est pas propre à la prise alimentaire. On va s'arrêter là parce que la discussion est passionnante et puis on voit que les intervenants interagissent les uns avec les autres, ce qui prouve que les topos sont complémentaires. Frédéric? Voilà, donc on est un tout petit peu en retard sur le timing, mais nous avions prévu une longue pause un peu en anticipant des débordements de discussion. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause de 15 minutes maximum, de redémarrer à 11h05 précisément, ce qui va nous permettre d'être finalement globalement à l'heure. Donc à 11h05 précisément, nous redémarrons. Voilà, et merci encore à Luc Marlier, Michel Chabert et Pierre Fayou. Merci à vous et à vous tous.